Alors Christophe Archy, vous êtes le président de tous les offices de tourisme en France, que vous présentez comme ça. Alors, pas le président, le directeur. Directeur. Ouais. Directeur. J'ai pas l'âge encore. Et ce qui va être intéressant avec vous, ça va être de débattre autour de cette vision alors un peu plus générale des offices de tourisme en France, qui existent depuis longtemps. Alors comment est-ce qu'ils ont évolué? Parce que vous, justement, on regarde ce qu'on vient d'entendre avec Jean Viard, on est dans une transformation permanente, une évolution rapide sur les 15 dernières années. On le voit avec cette augmentation du tourisme, on est à 1,3 milliard aujourd'hui, alors qu'on était à beaucoup moins il y a encore quelques années. Donc, première présentation un peu de cette évolution un peu générale. Est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques un peu dans toutes les régions? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, première petite chose, passer derrière Jean Viard, c'est pas simple. C'était la pire des choses qu'on puisse me faire. Bon, ceci étant, on va essayer de relever le défi. Oui. Et ça va être un peu complexe, ça va être même très très dur. Donc, juste une petite précision par rapport à ce que vous souhaitiez entendre concernant les offices du tourisme. On va remonter un peu l'histoire, et 1889. Le 31 mars 1889, vous avez une centaine de journalistes, d'hommes politiques qui font l'ascension de leur vie, pratiquement 300 mètres d'altitude, et c'est l'inauguration de la Tour Eiffel. L'inauguration de la Tour Eiffel, c'est un défi qui a été tenu par Gustave Eiffel, et c'est un défi qui lui a permis de gagner 3 paris, en fait. Le premier, c'est de l'avoir fait et d'avoir pu construire la Tour Eiffel en 21 mois. Donc, un temps extrêmement court. Le deuxième défi, c'est qu'il n'y a eu aucun accident mortel au cours de la création, de la réalisation de cet édifice. Et puis le troisième défi, c'est finalement d'avoir inversé complètement le sentiment que pouvaient avoir un certain nombre de ses contemporains en disant que c'était une horreur et que ça n'avait rien à faire dans le paysage parisien. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une dentelle de pierre et on reconnaît, même un certain nombre de détracteurs reconnaissent que la Tour Eiffel a sa place dans le paysage parisien. Et puis 1889, eh bien dans une brasserie à Grenoble, il y a un certain nombre de notables qui se réunissent. Et puis l'un d'eux revient de Suisse. Il est allé faire un voyage en Suisse. Et puis il dit la chose suivante sur son voyage en Suisse. Alors il est émerveillé par le pays d'une part, mais il dit qu'il est aussi émerveillé par le zèle imaginatif déployé par chacun pour mettre en valeur, avec à la fois tact et intelligence, tout ce qui peut attirer et retenir le visiteur, tout concours à donner aux voyageurs, on parle de voyageurs, on ne parle pas de touristes, l'impression qu'il est attendu, que tout lui sera rendu facile et qu'il sera traité non en étranger, mais en ami. On est en 1889. En fait, là, ce sont les prémices du syndicat d'initiative. Ce sont des notables qui se sont réunis et qui vont mettre en place le premier syndicat d'initiative qui naîtra au mois de mai 1889. Et l'objectif, en fait, c'est de valoriser véritablement le territoire, de faire en sorte que les personnes qui viennent soient bien accueillies. Et très rapidement, à la fin du siècle, on dénombrera à peu près 200 syndicats d'initiative répartis sur l'ensemble de la France. Et en fait, le lien entre la Tour Eiffel, parce que vous vous dites, mais où est-ce qu'il est parti là, entre la Tour Eiffel et le premier syndicat d'initiative, c'est un peu comme l'objet et le verbe. C'est un peu comme le poète et ses rêves. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de tours Eiffel, et il y en a ici sur le territoire. Chaque territoire a sa Tour Eiffel. Il n'y a pas qu'à Paris. Mais finalement, cette Tour Eiffel, cette pépite, elle va être mise en valeur par les syndicats d'initiative. Et cette alliance 1889, il y a donc plus d'un siècle, largement, cette alliance, elle existe toujours, puisque ce réseau des syndicats d'initiative, qui n'existent plus en tant que tel, puisque ce sont devenus des offices du tourisme, on a oublié dans le code du tourisme le terme maintenant de syndicats d'initiative, eh bien cette alliance, elle existe toujours entre un périmètre, un patrimoine, un territoire, et puis sa valorisation qui est faite par ces acteurs, qui sont des acteurs à la fois dévoués, mais qui sont des acteurs créatifs. Et je voudrais souligner le travail qui est fait par l'Office de tourisme de Vannes, Morbihan, qui, par son président, par son directeur, et qui nous permet justement de pouvoir profiter de cette belle journée. Et c'est là toute la créativité aussi d'un office du tourisme qui est illustré aujourd'hui très, très largement. Et bravo à toute l'équipe qui a œuvré pour cette journée. Alors, le réseau aujourd'hui des offices du tourisme, ils sont 1585 au dernier des comptes, qui a été fait à la fin du mois de septembre dernier. 1585. 1585, auquel il faut ajouter à peu près
près 1800 bureaux d'information touristique. C'est-à-dire que l'on a été, fut un temps, à près de 3000 offices de tourisme, et puis maintenant, vous avez 1585 offices de tourisme, et puis des bureaux satellites qui sont rattachés à ces offices de tourisme. La mission des offices du tourisme, elle a évolué, elle a très largement évolué, mais elle est inscrite aussi dans le marbre, dans le code du tourisme, avec l'accueil, l'information, la promotion, et puis le dernier volet qui est l'animation des acteurs du tourisme, acteurs du tourisme locaux, bien sûr. Et ça, c'est un travail extrêmement important, et c'est peut-être celui d'ailleurs qui est en train de muter le plus, bien que sur l'accueil et l'information, il y ait des mutations très très importantes aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, je pense. Alors, moi, c'est ça qui m'interpelle, ce chiffre 1500, il y a 36 000 communes en France. Comment, évidemment, on imagine que c'est sur les zones touristiques. Comment elle est cette répartition, en fait? Comment on peut trouver des offices de tourisme quasiment partout, mais en même temps, bon, s'il y en a que 1500, ça veut dire que ça ne justifie pas non plus dans toutes les communes. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la loi NOTRe. La loi NOTRe, dont on a parlé ce matin, 2015, cette loi NOTRe était applicable à partir du 1er janvier 2017. Elle a mis un peu de temps à se mettre en place. Elle n'est toujours pas en place d'ailleurs dans un certain nombre de territoires. Et la particularité de la loi NOTRe, c'était effectivement de rebattre un peu les compétences des collectivités. Et le tourisme était une des compétences qui faisait partie effectivement de ce volet qui allait être réétudié. Et ce qui s'est passé, c'est que vous aviez effectivement un certain nombre d'offices du tourisme répartis sur tout le territoire, à hauteur de 3000, un peu moins, 2800 à ce moment-là. Et avec cette réorganisation de la loi NOTRe, finalement, vous n'avez plus aucune parcelle, aucun espace qui ne soit pas couvert par un office de tourisme. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque la compétence était une compétence locale, et donc vous vous intéressiez à votre territoire, qui était une commune, qui était un ensemble de communes éventuellement, mais vous aviez des zones blanches un peu partout, sur l'ensemble de la France. Ça n'est plus le cas, puisque maintenant, avec ce redécoupage et cette réorganisation, vous avez effectivement un office du tourisme qui est chargé de la moindre petite partie du territoire français. Et alors c'est une des évolutions, évidemment, ça a considérablement changé les choses. Vous avez maintenant des équipes qui se sont regroupées, des budgets qui se sont associés, donc ça permet de pouvoir mener un certain nombre d'opérations différemment de ce que l'on faisait. Et puis parallèlement à ça, ça a permis aussi de mieux se préparer à tout un ensemble d'autres mutations, puisque vous avez, au-delà de cette mutation territoriale, vous avez des mutations qui sont tout à fait différentes, mais qui sont des mutations sociologiques. Nos publics ne sont plus les mêmes, évidemment, et on en a largement parlé aujourd'hui. Les mutations technologiques, on ne recherche plus l'information de la même façon. Il en a été question ce matin quand on a eu le point sur la fréquentation touristique en Bretagne et la façon dont on cherchait l'information, la façon dont on réservait. En fait, les missions des offices du tourisme ont considérablement évolué. On a vécu des transformations dans nos métiers sur les réservations, sur les avis, sur la formation des prestataires, même sur l'accueil aujourd'hui. Donc cette révolution, parce qu'il s'agit véritablement d'une révolution, elle est plus facile à mener finalement avec un nombre d'offices du tourisme plus restreint, mais qui sont dans leur organisation beaucoup mieux structurés, avec des moyens financiers beaucoup plus importants et des équipes qui se sont repositionnées sur un certain nombre de missions, que ça ne pouvait l'être précédemment, où finalement, dans un certain nombre d'offices de tourisme, vous aviez la personne qui était à l'accueil, on lui demandait aussi de faire le ménage, je vais grossir un peu le trait, mais aussi d'être le webmaster de l'office de tourisme. Donc on est dans une configuration effectivement beaucoup plus poussée, qui nous permet aussi, ces structures-là, on entend souvent, et nous l'entendons en tant que fédération, on entend souvent, mais c'est le millefeuille. Vous avez des structures qui interviennent sur le niveau local, vous avez des structures qui interviennent sur le niveau départemental, vous avez des structures qui interviennent sur le niveau régional. On n'y comprend rien, tout le monde fait à peu près la même chose. Alors, c'est de moins en moins vrai, et fort heureusement, et ça le sera de moins en moins d'ailleurs, puisque au niveau national, les 3 fédérations, des comités départementaux, des comités régionaux et des offices du tourisme sont en train d'envisager de fusionner de façon à ce qu'il n'en ait plus qu'une seule, et ce sera le tourisme institutionnel français. Et nous n'aurons plus, au niveau national en tout cas, cette espèce de dispersion des moyens, dispersion des énergies aussi,
Puisqu'aujourd'hui, quand on voulait rencontrer, non pas un ministre du Tourisme, parce qu'il n'y en a pas, 7% du PIB, mais assez paradoxalement, pour avoir des informations sur l'activité touristique, il faut aller solliciter tel ou tel secrétaire d'État, tel ou tel ministre. Voilà, ça c'est une des difficultés que l'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, quand il y avait des actions menées par les différents échelons, les différents niveaux, ils se faisaient individuellement. Et ça n'avait pas beaucoup d'efficacité, en tout cas pas suffisamment. Et donc on va complètement changer tout ça, et ça devrait être pour l'horizon 2019, 2020 ou plus tard. Alors justement, ces changements, ils s'accompagnent évidemment de changements de comportement, donc vous y adaptez. Mais est-ce qu'il y a des grandes lignes qui ressortent aujourd'hui? Vous dites, tiens, alors on l'a vu, c'est surtout par Internet, j'imagine que les portes d'entrée sont un peu différentes. Est-ce que là aussi, sur des grandes choses aujourd'hui, c'est plus le téléphone? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est systématiquement par Internet? Donc c'est là où il faut être très performant. C'est comment est-ce qu'on valorise? C'est par des photos. Internet permet effectivement de proposer un certain nombre de choses. Ouais, dans quel sens? Est-ce que maintenant, faut être un gros service Internet? Est-ce que c'est vraiment la tendance? Parce qu'il y a quand même des choses qui restent en parallèle. Non, alors heureusement, il y a un certain nombre de choses qui restent en parallèle. L'accueil en étant un, on a parlé assez largement aujourd'hui du partage, de l'échange, de la volonté de faire découvrir. Et on reviendra peut-être sur les orientations que peuvent prendre les offices de tourisme aujourd'hui. Elles sont nombreuses, finalement, dans un contexte qui est en train de changer sérieusement. Mais il est évident que les modes de consultation sont tout à fait différents. Et de temps en temps, on dit oui, mais j'ai trouvé l'information sur Internet. La seule différence, c'est que l'on ne s'est pas toujours posé la question de qui avait été mettre l'information sur Internet. Et que dans bon nombre de cas, finalement, l'information que vous êtes allé chercher, elle a été alimentée par des équipes des offices du tourisme. Et ça, c'est important. Il existe maintenant un système qui est au niveau national qui s'appelle Data Tourisme. Data Tourisme, c'est un système qui permet de compiler tout un ensemble d'informations que viennent chercher un certain nombre de start-up, de sociétés, parce qu'elles en ont besoin. Par exemple, sur les informations sur les événements. Mais ces informations sur les événements, pour une start-up, ce serait très compliqué d'aller chercher dans tous les lieux, quelles que soient les communes, les espaces en France, d'aller chercher toutes les manifestations qui se déroulent. Donc en fait, ces informations-là, elles sont saisies par les offices du tourisme, elles sont remontées dans cette base, et les opérateurs, en tout cas les sociétés qui veulent éventuellement ces informations, viennent les chercher directement. Par contre, on en oublie finalement qui est le producteur. Et le producteur, eh bien, les producteurs, ce sont les offices du tourisme dans l'essentiel des cas. Alors, donc, bien sûr, nous sommes dans une, et on le disait tout à l'heure, les mutations technologiques, évidemment, vous n'avez plus forcément toujours le réflexe d'aller chercher l'information en poussant la porte de l'office du tourisme. Ouais. Vous allez trouver l'information par d'autres biais, effectivement avec votre smartphone, sur votre ordinateur, peu importe. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire passer un certain nombre de messages, quels que soient les moyens, les outils. Et puis c'est aussi quand même, et on en a parlé largement aujourd'hui, c'est aussi d'amener à réfléchir sur la destination, et c'est pour ça que j'apprécie le travail qui a été mené ici par l'Office du tourisme, sur la destination, ce que l'on veut partager en termes de valeurs, comment on va la faire partager, ou ce que disait Jean Viard aussi par rapport à un certain nombre de territoires où on imagine un certain nombre de rendez-vous aussi, des rendez-vous qui vont permettre justement cet échange, de permettre cette richesse de l'échange, de permettre aussi cette richesse du partage. Et on est vraiment dans cela. Mais les offices de tourisme, je vous le disais tout à l'heure, quand ils sont nés en 1889, on était dans une vraie notion de partage sans contrepartie. L'idée, c'était de faire découvrir son territoire et de faire en sorte que les personnes qui repartent soient satisfaites de ce qu'elles ont pu voir. On est toujours dans la même logique. Certes, il y a des contraintes qui sont des contraintes financières qui vont nous amener à être sur des montages qui vont être partagés entre les collectivités qui sont essentielles dans la démarche, mais aussi avec des acteurs privés. On ne peut pas le faire sans ça, mais on ne peut pas non plus, en tout cas c'est ce que l'on préconise, on ne peut pas imaginer que toute la valorisation des territoires soit entre les mains d'opérateurs qui sont des opérateurs qui ne sont même pas toujours positionnés en France.
Et regardez ce qui vient de se passer le 16 juillet dernier avec Google Maps. On avait l'impression que Google Maps, mais on allait pouvoir l'utiliser, c'était gratuit, il n'y avait aucun problème, etc. Et puis on s'aperçoit que tout d'un coup, parce que Google Maps est devenu quasiment incontournable, on s'aperçoit qu'ils changent les règles et que désormais ils vous font payer au bout d'un certain nombre d'utilisations. Et donc c'est ça qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire ne cassons pas ces outils, ne cassons pas ces structures qui sont des structures certes intermédiaires et dont on peut parfois se poser à tort la question de leur utilité, mais faisons en sorte justement qu'elles existent et qu'elles continuent à exister, parce que vous avez des milliers de personnes qui sont dédiées à cette action-là, qui font une véritable promotion des territoires, et elles y mettent du cœur, elles y mettent surtout de la créativité. Et je vous invite vraiment à la prochaine fois, et surtout les jeunes générations qui sont ici dans la salle, à pousser la porte d'un office du tourisme, et vous verrez que ce n'est pas ni poussiéreux, ni dépassé, mais que vous avez des vraies technologies, que vous allez découvrir des façons différentes d'appréhender le territoire, et que vous allez surtout pouvoir échanger avec des personnes qui sont... Ce ne sont pas des personnes, ce sont des habitants, ce sont des personnes qui n'ont qu'une seule chose au cœur et en tête, c'est de vous faire découvrir le territoire de la meilleure façon qui soit. Alors, justement, on voit bien que dans notre problématique d'aujourd'hui, la porte d'entrée, ou en tout cas la façon dont on va aborder la région, en respectant un certain nombre de valeurs, moi j'ai l'impression que c'est une des tendances qu'on retiendra ce soir. Évidemment, l'Office du tourisme a un rôle important. C'est-à-dire que vous venez dans ce territoire-là, vous y venez avec... alors, je vais exagérer un peu le propos, c'est pas comme ça que vous allez le présenter, mais il y a des choses à respecter. Il y a une population locale qui, effectivement, vous garantit de venir dans un paysage, dans une culture, avec une gastronomie, et donc là aussi, vous allez probablement avoir un rôle peut-être plus prégnant, ou en tout cas plus important par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'attendent la région en question. Alors, la présentation qui a été faite ce matin par la dame qui est chercheuse, Christine, dont je n'ai plus le nom, Petre, c'est ça, était extrêmement intéressante. C'est-à-dire, c'était de se dire, mais comment arriver à faire accepter ce tourisme? Parce que nous sommes devant un dilemme que nous n'avions pas forcément en tête il y a quelques années. Il y a quelques années, l'idée était de développer. Et l'on ne se posait pas forcément la question des conséquences de ce développement, parce que ça ne nous était pas encore venu. Et là, depuis quelques années, vous n'avez quasiment pas, encore l'été dernier, mais l'été précédent, vous n'avez pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un article dans les médias, quel qu'il soit, qui fasse état de la difficulté du tourisme, du développement du tourisme, des conséquences du tourisme, parce qu'il y a pollution, parce qu'il y a montée des prix, parce qu'il y a perte de qualité de temps en temps, parce que vous avez les ressources naturelles qui sont puisées, entre autres, par les visiteurs. Et donc on est entre le dilemme du développement économique, et ce sur quoi on a joué largement, et 158 milliards la consommation touristique sur la France, donc c'est quelque chose de conséquent, 7% du PIB, on l'a dit, 2 millions d'emplois, si l'on considère les emplois induits. Et puis vous avez de l'autre côté, effectivement, cette tourismophobie qui se met en place petit à petit et à laquelle il faut effectivement être vigilant. Alors il y a la possibilité, et on mise beaucoup là-dessus, concernant les offices du tourisme, justement, de mettre en place un dispositif qui permette d'irriguer sur le territoire, pour les territoires qui sont plus directement concernés par déjà une forte fréquentation. C'est d'essayer de mettre en place des possibilités à la fois dans le temps et dans l'espace de la fréquentation de l'espace touristique. Même si j'entendais tout à l'heure ce que disait Jean Viard, c'est qu'il est bon de concentrer dans certains endroits pour être sûr de ne pas le diffuser. Malgré tout, il est plus difficile pour des territoires qui se sont sentis ou qui se sentent en capacité de pouvoir développer. Tous les territoires ne sont pas des destinations touristiques, mais un certain nombre d'entre eux ont des potentiels à présenter. Et donc, il nous est difficile de leur dire, écoutez, vous n'allez pas parce qu'ils sont concentrés sur certains endroits. Et on est plutôt dans l'idée d'irriguer et de diffuser sur l'ensemble du territoire. Et là, les offices du tourisme ont un véritable rôle parce qu'ils connaissent ce territoire-là, parce qu'ils le connaissent bien, puisqu'ils travaillent avec les acteurs, parce qu'ils sont là pour promouvoir des savoir-faire, pour promouvoir un certain nombre, dans le film qui a été présenté, ce sont ces personnes qui parlent de leur territoire, qui en parlent bien, qui en parlent avec amour, qui en parlent avec passion. Et c'est cette passion qu'il faut qu'on arrive à transmettre. Et ça sera toujours plus difficile à un Airbnb, à un Google, quel qu'il soit, de pouvoir le transmettre de la même façon, en tout cas de pouvoir le concentrer par rapport à ce que peut faire un office du tourisme. Alors c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, j'en suis parfaitement conscient. Simplement, je me dis qu'il est important
de jouer cette carte-là et que l'on regretterait de ne pas garder ces structures, tant le travail qui est mené sur le terrain est extrêmement important et va dans ce sens justement d'une valorisation humaine de ce territoire avec cette sensibilité qui est attendue. C'est la capacité de séduire, c'est la capacité de pouvoir donner la moindre clé de découverte. Et c'est ça qui est mené par les 1500 offices du tourisme et les 10 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Alors justement, quel est un peu l'avenir? Vous avez en partie répondu, hein. On imagine bien que ça passe par de l'humain, effectivement, par des choses beaucoup plus proches vis-à-vis des Google, en tout cas de ces grands systèmes qui peuvent être également des portes d'entrée vers des directions touristiques. C'est quoi? Vous le voyez comment, vous, cet avenir, s'il veut être réussi, s'il veut atteindre ses objectifs et d'être en correspondance avec le tissu local? Alors, ce qu'ont fait les offices du tourisme ces dernières années, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé sur leur aménagement, sur leur structuration, sur leur organisation. Et de toute façon, la loi NOTRe faisait qu'il y avait nécessité de le faire. Maintenant, ce que l'on préconise, c'est de sortir de ces structures-là, d'être en dehors. Et vous le faites, Arnaud le fait avec sa démarche d'accueil hors les murs, c'est-à-dire d'aller voir les touristes là où ils sont, que ce soit à la plage, que ce soit dans un lieu de visite important. C'est une des démarches. L'autre démarche, c'est de travailler l'ensemble de l'écosystème, de décloisonner. Une destination, ça n'est pas que l'hôtellerie, la restauration, les transports, les loisirs. C'est bien plus que ça. Vous avez toute l'activité culturelle qui doit être mesurée et avec lesquelles il faut travailler. Vous avez l'urbanisme qui doit prendre en compte les éléments et c'est le fait touristique. Le fait touristique va être porté par la collectivité de façon à ce que quand on pense un réaménagement, on le pense aussi en fonction du visiteur. C'est le parcours du visiteur qu'il faut véritablement suivre du moment où il pose le pied, quelle que soit la porte d'entrée qu'il va choisir, du moment où il pose le pied dans la destination, que va-t-il se passer? Est-ce que la chaîne est performante? Est-ce qu'elle est parfaitement en phase du premier instant jusqu'au dernier instant? Et c'est là où l'Office du tourisme a un vrai rôle parce qu'il n'est pas complètement dans la collectivité, parce qu'il travaille avec un certain nombre d'opérateurs privés. Il n'est pas complètement dans le secteur privé parce qu'il travaille avec les collectivités publiques. Et cette position-là lui donne une légitimité, une capacité à pouvoir être l'interface entre l'ensemble des acteurs sur un territoire. Et quand vous regardez les acteurs concernés par le tourisme c'est extrêmement transversal. C'était dit ce matin, entre le coiffeur, l'hôtelier, le restaurateur, le taxi, la boulangère. Voilà, toutes ces personnes-là sont concernées de près de loin par le tourisme. Et l'activité de l'Office du tourisme, c'est justement de pouvoir arriver à harmoniser tout cela, à faire en sorte qu'il y ait des valeurs partagées, que ces valeurs soient transmises aux visiteurs. Et c'est en cela que véritablement nous croyons, mais vous allez me dire que vous n'imaginiez pas autrement, nous croyons vraiment dans la force de ce réseau, surtout dans la façon dont il est organisé aujourd'hui. Et alors, par exemple, ce qui s'est passé au moment du déjeuner, la valorisation j'espère ne pas écorcher son nom, de M. Chartier, pour la partie chocolat, glace, etc., des producteurs, ça c'est une vraie mission. Il y a quelques jours, le directeur de Bordeaux, qui vient de prendre un poste dans le Pays Basque, se lamentait parce que il avait un certain nombre de restaurants, et pas des moindres à Bordeaux, qui ne proposaient pas de vin de Bordeaux, qui proposaient des vins des Côtes-du-Rhône, Bourgogne, enfin, peu importe les origines de ces vins. Mais c'était pour lui un véritable... C'était un coup de poignard, puisque Bordeaux, un visiteur s'attend forcément à avoir sur la carte du restaurant un vin de Bordeaux. Et pourquoi? Parce que les restaurateurs disaient, mais je n'arrive pas à trouver des vins qui soient accessibles en prix. Et là, encore, l'Office du tourisme peut avoir un vrai rôle parce qu'il est capable de trouver des petits producteurs qui peut-être vont pouvoir se mettre en relation avec les restaurateurs et faire en sorte qu'il y ait cette espèce de spirale vertueuse où l'on fait travailler les producteurs locaux et où surtout l'on valorise ce qui est issu immédiatement, c'est du locavore, hein, ce qui est issu immédiatement du territoire.
Alors, pour finir, je veux que ça passe très très vite, je veux dire, en tout cas pour continuer, je voudrais avoir un peu votre expérience, votre retour sur les endroits de tension déjà touristiques. Comment réagissent les offices de tourisme sur des demandes où on dépasse sur les capacités d'accueil, soit on dépasse les capacités de visite sur ces endroits, je pense à la vallée de la Loire, j'imagine. Quel est votre retour d'expérience? Comment est-ce que ça se gère? Est-ce que ça se gère ou est-ce qu'on est dépassé? Comment ça se passe? Alors, vous avez des modes de fonctionnement qui sont différents. Vous avez par exemple le Mont Saint-Michel qui a une fréquentation de plus de 2 millions de visiteurs. La régulation s'est faite par les nouvelles organisations qui se sont mises en place avec les navettes. Et donc cette régulation, pour partie, ça n'empêche pas la fréquentation et pour les habitants, les quelques habitants, la surfréquentation. Mais en tout cas, il y a eu ce phénomène de régulation et même parfois le fait de ne pas pouvoir aller se stationner au pied du Mont Saint-Michel a dissuadé un certain nombre de personnes. Carcassonne se pose la question des cheminements pour éviter que les personnes entrent par la même porte et entrent plutôt par l'autre porte de Narbonne, c'est-à-dire en fait essayer de répartir différemment les flux à l'intérieur. Le musée du Louvre, alors là, on est sur des échelles qui sont différentes, hein, puisqu'on est sur 8 millions, un peu plus de 8 millions de visiteurs, se pose la question de la répartition des flux pour éviter qu'il y ait des fortes concentrations devant la Joconde ou devant la Samothrace. Il faut véritablement que les espaces soient aménagés et surtout que l'on dise oui, vous avez ces œuvres-là, mais vous avez tout un ensemble d'autres œuvres. Et le travail d'un office de tourisme, quand il y a surfréquentation, c'est de regarder effectivement la façon dont les choses se déroulent sur le territoire, c'est de faire des propositions, donc d'être véritablement dans l'ingénierie. Et puis en même temps, c'est de travailler ce territoire de telle façon que l'on puisse donner d'autres clés de découverte qui peuvent être des clés qui ne viennent pas spontanément en tête. Moi, je suis Rochelais. La première des choses que veulent les personnes quand elles arrivent à La Rochelle, c'est d'arriver sur le port de La Rochelle. En même temps, au-delà du port de La Rochelle, vous avez plein d'autres choses qui sont à découvrir. Et c'est à nous, au Office du tourisme, de dire, mais oui, bien sûr, vous avez le port. Ça, c'est un incontournable. Et vous y passerez. Vous y passerez, promis, vous y passerez. Mais à un moment donné, perdez-vous aussi dans la ville. Allez dans d'autres quartiers. Allez du côté du marché. Allez du côté d'un certain nombre d'autres espaces qui sont intéressants avec une moindre fréquentation, avec parfois une approche et une véritable envie de tourisme que n'a pas forcément le lieu le plus visité. Et donc ça, c'est une véritable mission. Et cette mission-là, elle peut être remplie, entre autres, par l'Office du tourisme, pas forcément uniquement. L'idée n'est pas d'être en position de monopole, mais justement de faire partager aussi ces valeurs-là et cette façon de considérer le territoire avec l'ensemble des acteurs qui sont sur ce territoire. Et de ne pas... Le top 10, par exemple, que l'on a eu souvent tendance à faire dans nos offices du tourisme, c'est une erreur. Parce que le top 10, maintenant, au vu de l'évolution supposée de l'activité touristique, il faut que ce soit un top 30 ou un top 40. Parce que sinon, vous allez amener vous-même l'exact inverse de ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire des concentrations sur un certain nombre de lieux, parce que vous aurez considéré que c'était des lieux incontournables. Ils le sont, mais il faut qu'ils soient multipliés de façon à ce que les choses se diffusent beaucoup plus. Alors une dernière question, là, mais ça c'est au regard de ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, hein, on est de plus en plus à voyager, plus d'1,3 milliard, peut-être 2 milliards bientôt, on est le pays le plus visité au monde, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Est-ce que, alors ça c'est votre avis que je voulais avoir, est-ce que vous n'en avez pas en tout cas une idée, est-ce qu'à un moment il faudra venir à des quotas, est-ce qu'à un moment il faudra limiter, est-ce qu'à un moment il faudra dire on accepte 100 millions de personnes, 105, je ne sais pas, est-ce que c'est une idée, vous, à votre expérience, qui paraît plausible, ou est-ce qu'on a encore de la marge, on peut encore s'organiser pour recevoir beaucoup plus de monde? Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. La première des remarques, est-on véritablement le premier pays touristique au monde? J'en suis pas persuadé parce que les statistiques dans ce domaine-là ne sont pas forcément très fiables. Deuxième point, c'est concernant effectivement cette évolution probable. Oui, si l'on parle de la Chine, par exemple, 200 millions, la classe moyenne, c'est 200 millions de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'il est judicieux que l'on aille systématiquement chercher ces clientèles-là? Quelles sont les conséquences en termes de fréquentation? A-t-on les équipements nécessaires pour pouvoir les accueillir? Et donc, quand l'État annonce 100 millions de visiteurs étrangers, il s'agit bien des visiteurs étrangers, est-ce que c'est véritablement l'objectif que l'on doit se fixer? Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui réagissent face à ça en disant « Attention,
90 millions, c'est bien. 100 millions, est-on en capacité de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions? Et est-ce que l'on ne va pas précipiter ce phénomène de tourisme bashing, d'over-tourisme sur un certain nombre de territoires? Et donc là, il y a de véritables réflexions à mener, qui sont entre autres celles qu'on apporte sur la table en disant mais le territoire est encore suffisamment vaste pour pouvoir accueillir des visiteurs supplémentaires. Vous n'empêcherez pas qu'ils veuillent passer par un certain nombre de lieux incontournables. Et par contre, comment organise-t-on cet accueil qui va se diffuser un petit peu partout? Dans quelle proportion? Est-ce qu'il n'est pas plus important, et c'est un vrai choix, entre autres celui que vous faites aujourd'hui, 4% de nuitées étrangères, il me semble avoir vu ce matin. Quel est le seuil que l'on se donne? Quelle est l'évolution que l'on se donne ici? Est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un tourisme qualitatif, un tourisme qui lui-même apprécie de venir dans ce territoire-là, de pouvoir avoir des approches nouvelles et sans cesse renouvelées d'ailleurs de ce territoire? Ou est-ce qu'il est important de faire du volume, de la masse, et comme l'évoquait notre chercheuse ce matin, et finalement, est-ce que cette masse va être synonyme de consommation touristique? Est-ce que l'on ne fait pas l'inverse de ce que l'on souhaiterait? Parce que si c'est pour une carte postale, comme il était dit ce matin, à 1,50 €, ou des autocars qui arrivent, qui débarquent, qui reprennent leur public très très vite après une visite très très courte, est-ce que finalement c'est ce que l'on veut? Donc c'est dans la réflexion qui doit être menée sur ce territoire, mais je sais qu'elle est menée parce qu'il y a tout un ensemble de professionnels pour cela, c'est de cibler les clientèles que l'on souhaite et de ne pas vouloir poursuivre toutes les voies à la fois, ou d'essayer d'explorer toutes les voies à la fois. Ça n'a pas de sens, ce serait contre-productif véritablement, et donc il vaut mieux le faire avec la réflexion nécessaire, mais je suis heureux que cette réflexion-là, elle soit déjà bien engagée. Et puis ce qui m'a fait plaisir aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est qu'il y ait cette osmose, cette collaboration entre les collectivités et puis l'Office du tourisme. Ça, j'en suis ravi, et félicitations de nouveau à toute l'équipe de cet Office du tourisme pour cette journée, l'organisation de cette journée, et puis m'avoir invité, m'avoir présenté comme un expert. Je ne suis expert de rien. Les experts, ce sont les offices du tourisme, et je ne suis là simplement que pour transmettre la passion de ce réseau et le travail monumental qui est mené par eux, qui est encore à développer, bien évidemment, hein, ça on en est conscient. Mais la prochaine fois, quand vous passez devant un office du tourisme, je le dis surtout pour les plus jeunes, poussez la porte et vous verrez qu'il y a de belles surprises. Bon, merci Christophe Marché pour cet éclairage un peu plus général sur effectivement ces offices de tourisme et sur les perspectives de développement. Et il y en a.